Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. À nouveau, heureux de vous accueillir pour ces ateliers de la Semaine européenne de la réduction des déchets. Donc, quatrième atelier ce matin. Donc, merci d'être nombreux. Je vois que ça se connecte encore. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez voilà, vous connecter au fur et à mesure de votre arrivée. Et puis, on vous verra un petit peu les petites vignettes à l'écran. Donc, voilà, merci beaucoup d'être présent. Comme je disais, quatrième atelier ce matin sur la Semaine européenne de réduction des déchets. Réduction des déchets, hein, c'est toujours bien là le sujet principal de ces ateliers. Et Val-de-Garonne Agglomération a réussi à s'adapter au confinement et à la situation sanitaire actuelle en proposant à l'aide de ses partenaires justement ces 6 ateliers pour que depuis chez vous, que ce soit via les ateliers Teams, si vous vous êtes inscrite, via le Facebook Live de Val-de-Garonne Agglomération, vous puissiez quand même prendre un maximum d'informations, un maximum de méthodes, d'astuces, de petits trucs de bons à savoir, voilà, pour qu'on puisse ensemble réduire nos déchets. Donc, on va aussi remercier notre partenaire du jour, Stéphanie, des Alternatives de Lily. Donc, bonjour Stéphanie. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter en 2 petites secondes les Alternatives de Lily, votre association, et puis peut-être voilà, nous décrire un petit peu le sujet de ce matin? Oui. Ouais, je vous laisse enlever le masque, je vais garder moi-même le mien. Alors la présentation, je vais la faire rapidement. L'association a pour vocation de sensibiliser aux alternatives aux tout jetables et aux tout toxiques. Donc vraiment, notre credo, c'est la réduction des déchets et en même temps de se questionner sur la santé environnementale et l'effet des toxiques sur notre corps et sur notre environnement. Bon, mais voilà, je pense qu'on est vraiment dans le sujet. Et donc particulièrement ce matin, matin, du coup, on va s'interroger sur les perturbateurs endocriniens que l'on retrouve tout autour de nous, comme ça a été vu déjà mercredi et jeudi sur les autres ateliers. Et du coup, de se questionner qu'est-ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien, pourquoi il faut l'éviter, et ensuite on ira sur vraiment du concret, les alternatives pour les éviter et fabriquer soi-même ces produits cosmétiques. Super. Donc on aura compris que ce matin, voilà, ça va se passer un petit peu en 2 phases, une petite partie d'information sur les perturbateurs endocriniens. C'est quelque chose que l'on entend souvent, que on nous matraque un petit peu en ce moment avec ce terme-là. Mais Stéphanie va nous proposer de savoir réellement ce que c'est, quels sont les effets, où est-ce qu'on les trouve, comment est-ce qu'ils rentrent dans notre corps. On va essayer de balayer un petit peu tout ça rapidement. Et puis après, en effet, on passera à la pratique, ce qui intéresse aussi nombreux parmi vous, des alternatives. Donc l'association porte bien son nom, hein, Alternatives de Lily. On va essayer de vous proposer ce matin tout ce que l'on peut faire de différent, peut-être par nous-mêmes, pour éviter ces perturbateurs-là, mais aussi des contenants. Et donc encore une fois, réduire par tout ça les déchets massivement. Voilà. Donc Stéphanie, j'ai envie de dire à vous la parole. Hein. Allez, on est parti. Pardon, si juste un petit détail. Tous et toutes qui êtes à la maison, n'hésitez pas. Si vous souhaitez intervenir, ceux qui sont sur Teams, vous faites juste un coucou de la main et puis on va vous voir. À ce moment-là, vous allumerez votre micro. Donc jusque-là, vous pouvez éteindre le micro. Hein, ça évitera qu'on ait beaucoup de retours son sur le petit studio. Et puis ceux qui sont sur le live Facebook, n'hésitez pas dans les commentaires. Ce matin, c'est Céline et Anne qui sont avec moi et qui répondront. Ils nous feront connaître un petit peu les questions aussi au fur et à mesure. On essaiera de répondre à chacune de vos questions, mais si jamais il nous manque un élément ou s'il nous manque un petit peu de temps, on rajoutera tout ça sur les commentaires dans les prochains jours. Voilà, donc n'hésitez pas. Pour l'instant, on coupe le micro et on intervient surtout quand vous le souhaitez. Merci beaucoup. Du coup, juste une deuxième petite chose. Dans les ingrédients que je vous ai proposé d'avoir aujourd'hui pour fabriquer, je vous ai proposé d'avoir de l'huile de coco. Comme elle n'est pas forcément, elle peut s'être solidifiée en fonction de comment vous l'avez conservée. Je vous propose là, le temps qu'on fasse le début, sur les perturbateurs endocriniens, de la déposer auprès d'une source de chaleur, un radiateur ou autre, pour que ça puisse se... Je vous la prends, je la mets sur le radiateur. Se liquéfier un petit peu. Ah, super. Voilà. Très facile. Bon alors, ces perturbateurs endocriniens. On va déjà commencer par une petite question pour voir si tout le monde est bien réveillé ce samedi matin. J'ai préparé juste 3 questions, mais je vous ai en posé 2 en premier. Ensuite, on va parler des perturbateurs endocriniens et on posera la 3e après. Donc,
D'après vous, les produits que l'on se met sur la peau peuvent-ils se retrouver dans notre sang? Ah, voilà une question du samedi matin 11 h. Et là, ça commence à réfléchir. D'après vous, les produits que l'on se met sur la peau arrivent-ils jusqu'à notre sang? Alors, je sais pas, tu faisais des pouces. Allez, ceux qui sont sur Teams, du coup, si vous pensez que ça arrive jusqu'à notre sang, oui. voilà, on lève le pouce. Et si on pense que ça n'arrive pas, on baisse le pouce. Okay. Et puis en commentaire, que ce soit sur le chat de Microsoft Teams ou sur le live Facebook, n'hésitez pas, c'est pareil. Alors oui, ça se retrouve dans notre sang et ça se retrouve dans notre sang en à peine 20 minutes. Donc ça agit très vite et très vite, on va avoir ces perturbateurs qui vont être absorbés par notre organisme. 20 minutes, ça veut dire que minutes. Dès que je me mets ne serait-ce qu'un iota de crème sur la main, oui. Tout ce qu'il y a dans la crème, ça va être absorbé et ça va se retrouver dans notre sang. Dans mon sang 20 minutes après. Voilà. Que ce soit le bon ou le mauvais du produit que l'on va utiliser. D'accord. En fait, c'est pas du tout imperméable notre peau. C'est bien au contraire, c'est très perméable. La peau, elle sert à plein de choses et notamment à faire fonctionner aussi l'organisme. Donc ça va absorber naturellement, ouais. Bon, le bien et le bon, et voilà, le bien et le mauvais. Beaucoup d'entre vous avaient raison, hein, le pouce levé, c'était bonne réponse. Alors, là je vais vous demander un petit chiffre. Connaissez-vous la quantité moyenne annuelle de produits chimiques et de toxines absorbés par une femme suite à l'utilisation quotidienne de choses que l'on utilise vraiment tous, shampoing, dentifrice, gel douche, crème pour le corps. Quantité moyenne annuelle. Une quantité moyenne annuelle. Alors celle-là, attention, elle est plus compliquée quand même. Est-ce qu'on est sur des grammes? Est-ce qu'on est sur des kilos? On ne peut pas jouer avec les pouces puisque c'est un chiffre que l'on attend. Donc essayez dans le chat ou dans les commentaires une quantité moyenne. Moi, je pense que ça doit être astronomique. Je n'ai pas la réponse, mais je m'attends quand même à un chiffre assez élevé. Allez, on vous donne 2-3 secondes sur les réseaux pour essayer d'indiquer une quantité. Est-ce qu'on a des réponses? Les filles, est-ce qu'on a des réponses pour l'instant sur les réseaux? Alors oui, on a des réponses. Donc Laure qui pense qu'on est sur 4 kilos, Cathy 2 kilos. 4 kilos, 2 kilos. C'est déjà pas mal. Ça fait déjà beaucoup, je trouve, au moins, sur une année. Eh bien, on va demander à Stéphanie la réponse directement. Donc, continuez à commenter, n'hésitez pas. Mais allez, Stéphanie. On est sur 5 kilos par an, par femme. 5 kilos par an? Oui. Donc, 4 kilos, c'était pas loin. Je crois que c'était Laure, il me semble. Bravo, parce qu'on n'était pas loin de tout, mais on était encore en deçà. Ouais. Donc, 5 kilos par an. 5 kilos par an. C'est considérable. C'est considérable. Et du coup, quand on sait ce qu'on a dans ces produits, finalement, c'est presque 5 kilos de trop que notre corps a absorbé. Alors, la question est peut-être là, en fait. C'est est-ce qu'on sait ce qu'il y a dans ces produits? Ça. On sait. Alors, pour ceux qui ont fait l'atelier sur les produits d'entretien, on a une réglementation sur la cosmétique qui oblige le fabricant à indiquer la composition, sauf que la composition, c'est un peu comme pour les produits d'entretien, on ne comprend pas ce qu'il y a marqué. C'est une série de noms. Alors, oui, ça va être des noms chimiques. Des noms bien chimiques. Donc, on va avoir du mythe, on va avoir de l'éther de glycol, on va avoir des benzophénones, on va avoir des parabènes, on va avoir des sulfates, et tout ça a des noms dérivés, c'est-à-dire que ça serait trop simple d'avoir un seul nom pour un seul produit. Derrière, ils sont décomposés en de multiples autres petits noms sympathiques comme alors attendez, j'enlève mes lunettes parce que j'arrive même pas à le lire. Éthylhexyméthoxycinamate et méthylbenzylidène, voilà. Moi, ça me fait penser à des exercices pour les orthophonistes, savoir si on arrive à vraiment articuler et à bien lire les syllabes, etc. Donc c'est très compliqué en effet. Ouais. Et du coup, ces produits, finalement, on ne sait pas trop ce que c'est. Pour rebondir aussi sur l'atelier de jeudi, ce que disait Aurélie, c'est que finalement, est-ce qu'on le mangerait, ce produit?
Et du coup, l'idée, voilà, c'est aussi de se concentrer quand on regarde la liste des ingrédients sur qu'est-ce qu'on va avoir, est-ce qu'on comprend la liste d'ingrédients? Et si on ne la comprend pas, c'est que quelque part, il y a des choses qui ne vont pas. Alors après, il y a aussi, pour les produits naturels, on va avoir le nom latin, voilà, ou les noms chimiques qui font que des fois, on ne le reconnaît pas non plus. Donc, il faut, finalement, la liste, c'est compliqué quand on n'y connaît rien. Donc maintenant, il y a des applications qui existent qui peuvent nous permettre de traduire l'étiquette et que voilà, je vous invite à utiliser quand vraiment vous avez un doute sur un produit. Sur les étiquettes aussi, alors c'est pareil, ça a été abordé hein, sur tout ce qu'on peut avoir qui va nous faire penser que le produit est sain avec l'étiquetage, le marketing, donc les jolies fleurs d'hibiscus et compagnie sur les flacons. On va avoir mention du naturel, alors que finalement, ça va être des produits d'origine naturelle. Donc origine naturelle, ça veut dire qu'ils ont été transformés chimiquement. Donc si on est sur du naturel, il y a juste marqué naturel. S'il y a origine naturelle, c'est que ça a été transformé. Donc après, il y a on va avoir du naturel. On va avoir du naturel transformé chimiquement. Après, on va avoir du bio. Mais pareil, c'est pas parce qu'on a un produit où il y a marqué shampoing à l'aloe vera bio que le produit est bio. C'est peut-être que l'aloe vera qui est bio. Et du coup, on va penser qu'on achète un produit sain et finalement, il va y avoir même pas 1% d'aloe vera dans le produit qui sera certes bio, mais le reste ne le sera pas. Donc, ça, c'est une donnée relativement importante, je trouve, parce qu'en effet, c'est vrai qu'on se fait un petit peu leurrer par ces appels commerciaux un petit peu de c'est naturel. Et puis l'exemple de l'aloe vera, c'est vrai que c'est l'aloe vera qui serait bio et pas le produit. Et donc c'est quand même un petit peu fourbe, mais à la fois voilà, c'est le jeu du marketing. À nous de ne pas nous faire avoir par le packaging, par les couleurs et par ces mots un petit peu qui nous attirent et qui nous rassurent. Mais vraiment voilà, d'être des consommateurs éco-responsables et avertis. Et du coup, voilà, bien se renseigner, bien prendre le temps quand on fait les courses et en achetant, de lire un petit peu si on arrive à le comprendre, en effet, le contenu. Voilà. Donc l'objectif du fabricant, c'est de vendre, c'est pas forcément de préserver notre santé. Voilà. Donc après, il existe des labels qui peuvent nous aider dans les choix. Donc là, ça, je vous mettrai voilà, en téléchargement un petit doc avec toutes les recettes et avec les labels pour que vous sachiez vers quel label vous orienter quand vous faites le choix voilà, d'acheter un produit d'hygiène ou de cosmétique. Pour moi, c'est un truc qu'on a mis en place dès la naissance de notre fille il y a 8 ans. C'était vraiment pour limiter les toxiques qui rentrent à la maison, de s'orienter vers les produits labellisés, et pas bio, mais vraiment qui ont un label et qui donc ont une charte et une réglementation. Ça ne veut pas dire qu'il y a 0 produit chimique à l'intérieur, mais ça veut dire qu'il y en a moins et que du coup, on est un peu plus préservé que sur les autres produits. Voilà, là, ça ne sera pas forcément du marketing, ça sera vraiment de l'information, oui. Comme quoi c'est quand même avec une charte qui est, suivant les logos et suivant les plus ou moins drastiques, plus ou moins contraignantes pour le producteur, le fournisseur. Donc voilà, c'est vrai que c'est quand même rassurant, ces logos. Donc en effet, on les mettra, hein, et notre service com va les incruster après dans les fichiers. Hein, donc vous pourrez trouver ça par la suite hein, sur le site de Val-de-Garde Agglomération. Alors du coup, donc les perturbateurs endocriniens. Donc je vais vous la dire et puis ensuite on la mettra pour que vous puissiez visualiser. Mais en gros, c'est une catégorie de molécules. Donc on a des bisphénols, on a des dioxines, on a des phtalates qui interfèrent avec le système hormonal. Donc en gros, ils miment une hormone et en provoquent les effets et ils bloquent l'action hormonale. Ils pénètrent dans l'organisme de 3 façons différentes, par voie digestive, donc ça va être les produits que l'on ingère, donc ça, le lien avec l'atelier sur la cuisine, quand on a une poêle, on va ingérer et donc on va ingérer ces perturbateurs endocriniens. Par voie respiratoire, les produits d'entretien qu'on va respirer ou les parfums dans la cosmétique. Et ensuite, par voie cutanée, et là sur la cosmétique, on est vraiment là-dessus, puisque généralement, on va
se tartiner, on va se shampouiner et on va avoir une action, vraiment de l'absorption de ces perturbateurs. Donc là, Stéphanie vient de faire un petit peu le lien avec les précédents ateliers qui ont eu lieu mercredi et jeudi. Et c'est vrai que voilà, sur le côté digestif un petit peu, vraiment les poils que l'on gratte, le Tefal, la colle qui est utilisée pour l'inox ou quoi que ce soit, voilà, qui peut être nocive, le transfert de matière, ce que on a appris un petit peu mercredi, et notamment dans le plastique, principalement dans le plastique. Donc ça, le côté respiratoire, c'est le message qui a été passé aussi sur l'atelier mercredi quand on utilise de l'encens, des bougies, des aérosols, etc. Que même des produits pour les anti-moustiques que l'on met dans la chambre le soir, les portes fermées. Bon, mais voilà, ça c'est du perturbateur endocrinien potentiel qu'on peut inhaler. Et puis le cutané, en effet, ça va être plus la partie ce matin sur le cosmétique et tout ça. Donc très bien. Oui. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, je vais vous plomber le moral, mais après on va proposer les solutions pour parer à ces effets. Mais finalement, les perturbateurs endocriniens aujourd'hui sont soupçonnés d'être la cause de nombreux cancers hormonaux, donc sein, prostate, testicules, ovaires, thyroïde, de diabète, d'obésité, d'allergie, de troubles nerveux, de déficit de l'attention, d'hyperactivité, de détérioration de la qualité du sperme, d'absence de testicules chez les petits garçons. Voilà, on a une recrudescence de ce phénomène, et de troubles de la puberté, notamment avec des pubertés précoces, qui aujourd'hui, on a des petites filles qui sont pubères à 5-6 ans, et on est d'accord, ça n'est pas normal. En effet, voilà comment on plombe un petit peu le samedi fin de matinée, mais voilà, il nous paraissait quand même important de communiquer ce message-là, au moins pour mettre en conscience un petit peu chacun de nous sur les produits que l'on utilise et sur ce sur quoi les industriels ne communiquent pas forcément, en effet, encore moins sur leur emballage directement. Sur les produits d'entretien, on a des logos qui disent que le produit est toxique. On ne l'a pas sur les produits cosmétiques. Et pourtant, on a des produits qu'on peut retrouver à la fois dans les emballages avec les phtalates, puisque c'est le plastique. Donc on disait qu'il migre grâce à du liquide. Quand on a un produit qui est liquide, qui est composé majoritairement d'eau dans la cosmétique, forcément notre emballage il va également migrer dans notre flacon, et on va retrouver les mêmes phtalates qu'on peut avoir dans les autres produits. Donc aujourd'hui, les perturbateurs endocriniens, ils sont de deux types. Ils sont naturels, parce qu'on en trouve aussi finalement dans la nature, sur certaines plantes et notamment sur le soja et le houblon. Et après, majoritairement, ils sont de synthèse. Dans les plastiques, les pesticides, les solvants, les peintures, les cosmétiques, les produits d'entretien, les ustensiles de cuisine, mais aussi dans les textiles. Ok, bon, mais voilà, on a quelques infos. On laisse à chacun du coup, et maintenant voilà, le soin vraiment de se renseigner encore une fois, de prendre le temps de savoir ce que l'on consomme, ce que l'on utilise comme produit. Donc très bien, le décor est planté. Le décor est planté. L'idée, c'est de consommer en conscience. On sait maintenant ce que l'on a dans nos produits, et on fait le choix ou pas de les consommer, on fait le choix ou pas d'aller vers un label. Mais l'idée, c'est vraiment d'ouvrir les esprits et de se dire je ne fais pas juste uniquement confiance aux fabricants, je me renseigne, je me pose des questions, et si je fais le choix d'acheter ce produit-là, je le fais en sachant que peut-être il peut y avoir un risque. Voilà. Oui, après c'est vrai qu'on est tous pris un petit peu par notre quotidien et la façon, voilà, on fait les courses rapidement, on est habitué aussi à des produits, et que c'est difficile des fois de s'en passer, de passer sur autre chose. Donc on va essayer de voir quelques alternatives là en suivant, mais après on peut aussi espérer que la réglementation change aussi sur ces produits-là, et que le consommateur soit peut-être un peu plus alerté par des logos, en effet, sur le cosmétique. Je n'avais moi-même pas fait le lien entre le fait que sur les produits ménagers, il y ait ces logos. On les a vus mercredi soir. Mais c'est vrai que sur le cosmétique, rares sont les logos qui nous alertent sur la dangerosité ou la toxicité. Donc c'est peut-être des choses, voilà, à faire évoluer. Et puis là-dessus, voilà, sachons, chacun d'entre nous, mais qu'on a ce pouvoir, en le demandant, en l'exigeant, plus on en parlera,
et bien, plus les responsables prendront en compte un petit peu ces demandes-là. Encore une fois, nous ne sommes pas impuissants quant aux produits qui sont mis sur le commerce. Voilà. Il faut vraiment avoir ça aussi en tête, c'est que les références, si on continue à les acheter, ces produits, ils seront toujours mis dans le rayon. Si on arrête de les acheter ou si on fait des remarques sans arrêt, ben, les choses peuvent évoluer. Là-dessus, on a le pouvoir. Voilà. On a le pouvoir. Je vais vous donner l'exemple du dentifrice. Moi, quand j'ai commencé dans la démarche, je ne trouvais pas de dentifrice avec un label en supermarché. Et aujourd'hui, on trouve quelques dentifrices avec des labels en supermarché. Sauf que c'est quelques dentifrices sur 120 références de dentifrice. Et du coup, pareil, si on se met tous à acheter la même référence parce qu'elle a un label, les autres passeront par le biais du label. Finalement, pourquoi choisir la voie la plus compliquée de passer des tests et tout ça si les gens continuent d'acheter le produit qui n'a pas de label? Mais si on se met tous à acheter des produits labellisés, ils le feront. Ils l'ont fait pour ça. Pareil, aujourd'hui, les brosses à dents, on en retrouve de plus en plus en bambou en supermarché, alors qu'il y a 3 ans, il y en avait 0. Parce que voilà, la démarche zéro déchet aujourd'hui, on parle beaucoup de la brosse à dents, on parle beaucoup de l'auriculi, on parle beaucoup des lingettes, des protections hygiéniques. Bah, on en retrouve maintenant en supermarché, ce qui n'était pas le cas ailleurs. Donc oui, on peut faire évoluer la réglementation. Elle a aussi évolué sur les lingettes pour bébés. Il y a des produits qui ont été retirés. Mais voilà, il faut qu'on soit nombreux et que l'on fasse en tant que consommateur agir aussi les fabricants et bouger la réglementation. C'est un petit peu voilà, la question de l'offre et la demande. Ça me fait moi faire un lien direct. Cette semaine, Val-de-Garonne Agglomération vous a lancé des défis quotidiens. Et aujourd'hui, le défi, c'est je fais mes courses locales, en circuit court. Essayons un minimum en ces temps-ci d'être solidaires avec nos commerçants locaux. Hein, et donc, allons acheter directement chez les commerces qui ont réouvert aujourd'hui pour la grande majorité en tout cas. Donc voilà, faisons ce petit geste-là. Et puis, c'est l'offre et la demande, c'est plus on demandera, plus on prendra ce genre de référence en bambou plutôt qu'en plastique, etc. Et plus on en trouvera dans les commerces. Et donc, plus le tarif sera aussi adapté à la masse qui le demande. Voilà, donc ce sont des petits gestes. Dans le défi du jour, je fais mes courses. C'est aussi, pendant mes courses, je refuse les emballages, en tout cas au maximum. Et pour exemple, le petit papier qui entoure la baguette, quand je vais chez le boulanger, celui-ci est inutile. Le boulanger peut très bien me donner la baguette sans ce papier, ou je viens avec mon wrap, je viens avec mon petit sac en vrac, etc., ou avec mon propre tissu si je le veux. Et puis hop, j'entoure ma baguette, mais ça fait quand même des tonnes et des tonnes de papier qui seront évités ainsi. Voilà, donc des petits gestes, encore une fois, des défis quotidiens que vous pouvez relever. Et puis voilà. Alors maintenant, dans la pratique. Alors dans la pratique, du coup, comme on a fait ses courses, c'est bien la transition aussi, comme on a fait ses courses, on a acheté du café plutôt en vrac, qu'on va utiliser dans une cafetière italienne ou une cafetière à piston, ou alors on a des petites dosettes rechargeables pour la cafetière pour faire le café. Et du coup, on va se retrouver avec du café. Donc, le marc de café, qui est mon déchet à l'origine, puisque une fois que j'ai bu mon marc de café, je vais m'en débarrasser. Alors, l'idéal, c'est on peut le mettre au compost, on peut le mettre dans les plantes, on peut le mettre dans plein d'endroits différents, mais on peut aussi l'utiliser pour se faire un gommage. Et du coup, ça évite d'acheter une crème pour se faire un gommage du corps ou un gommage du visage. Il suffit juste de récupérer son marc de café. Alors, on le fait sécher au préalable pour pouvoir le conserver longtemps, parce que du coup, s'il est humide, il va moisir, et du coup, on va éviter de se mettre du moisi sur la figure. Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai bu mon café, j'évacue le maximum de liquide qui reste, je le mets dans une petite plaque, et je vais le faire sécher à l'air libre. Et si je fais des préparations au four, je vais le mettre, une fois que mon four baisse en température, je vais le mettre dans le four pour que ça puisse bien sécher et que je puisse le conserver sec. Voilà, en fait, on essaie de déshydrater un petit peu ce marc de café. Donc voilà, l'astuce, c'est on le fait sécher un petit peu au soleil ou à l'air libre, ou en effet, en fin de température dans le four. C'est intéressant. Et donc après, avec ce marc de café... Avec ce marc de café, donc on Parce que moi, j'ai du mal à voir du marc de café au gommage, mais alors je vous écoute. En fait, c'est le côté abrasif de la petite particule qui va faire le gommage. Voilà.
Ensuite, on peut avoir un effet, alors du coup anticellulite si on le laisse poser, parce que dans toutes les crèmes anticellulite, on a de la caféine et donc du coup, autant partir de l'ingrédient de base. Donc évidemment, je ne l'ai pas dit, mais on part sur un café bio, puisqu'on sait que ça va pénétrer. Donc on va utiliser le marc de café vraiment pour l'effet abrasif sur la peau. Okay. Oui, parce qu'on est d'accord que le café ait été utilisé, donc infusé, etc. Dans tous les cas, même séché, une fois qu'on va le mettre sur la peau, 20 minutes après, les substances à l'intérieur du café, la caféine et le reste, vont passer en effet dans notre sang. Si voilà. L'accent anticellulite, si on le laisse poser, c'est que ça passe. D'accord, voilà. Donc on est attentif à ça et on essaie en effet de prendre du café bio et à la brûlerie de notre ville ou village. Et puis voilà, on s'en sort comme ça. Alors, donc la démarche. Moi, je le prépare minute. C'est-à-dire que au moment où je vais me faire mon gommage, je vais le préparer. J'ai toujours mon pot avec mon café, mon marc de café qui est séché. Et je le prépare minute. Donc, je vais mettre... En gros, il faut mettre la même quantité de café que d'huile végétale. Donc après, pareil, on choisit l'huile végétale en fonction des propriétés de l'huile qu'on veut avoir. Donc là, on va partir sur un petit dosage. Le produit se conserve 3 jours. Donc voilà, l'idée, c'est pas de le préparer longtemps à l'avance. Donc oui. Là, je vais mettre une cuillère de café. Pas besoin de préparer de grosses quantités, quoi. Et alors moi, je vais souvent au plus simple. Je prends les huiles que j'utilise également dans la cuisine pour ne pas démultiplier les achats. Et donc, je vais mettre également une cuillère d'huile dans mon marc de café. Et je vais remuer jusqu'à ce que le marc de café ait absorbé. Donc là, l'huile, ça peut être quoi? L'huile de tournesol, l'huile d'olive Alors, oui, huile de tournesol, huile d'olive, huile de sésame, huile d'argan, huile de noisette, huile d'amande douce. En fait, ce qu'on va... L'idée, c'est en fonction de sa nature de peau et des propriétés dont on a besoin, voilà, il y a des crèmes qui vont hydrater, il y a des crèmes qui vont adoucir, des huiles. On n'a pas les mêmes propriétés, donc du coup, il faut choisir en fonction. Alors, on a moi, j'utilise ce petit bouquin. On a aussi pas mal de retours sur Internet avec tout un listing d'huiles qui sont utilisées en cosmétique et les propriétés que chacune affiche. Et du coup, on va choisir en fonction de ce qu'on a besoin. On n'a pas tous les mêmes natures de peau, on n'a pas tous les mêmes besoins. Donc, il faut... Voilà, je ne vais pas dire prenez de l'huile d'olive, ça ne sera pas forcément... Il faut vraiment l'adapter, voilà, chacun d'entre nous adoptons. On peut mettre de l'huile de coco également, ça donne aussi un côté parfumé à la peau ensuite. Voilà, du coup, une fois qu'on a bien remué, on va avoir, je ne sais pas si on a un petit zoom. On va rester comme ça et Jérôme va venir chercher la... On va avoir voilà, le marc de café à absorber l'huile et ensuite on va en prendre et puis se faire le gommage. Donc l'huile va hydrater. Le marc de café va servir d'exfoliant. Va servir d'exfoliant. J'ai pas prévu de chiffon. De chiffon. On va demander ça, peut-être qu'il y aura au moins une Kleenex. Coup, voilà. Alors on va voir. On voit que du coup ma peau est grasse. Sinon j'ai ce qu'il faut. Enfin, je vais utiliser. J'ai des trucs. Sinon voilà, on voit que ma peau elle est un petit peu graissée. Elle va être teintée aussi par le marc de café. Vous voyez, j'ai changé de couleur. Ça peut aussi permettre de faire l'autobronzant dès que les beaux jours arrivent. Et du coup, on va évacuer ensuite sous la douche. Vous embêtez pas, je vais utiliser un mouchoir. On va prendre sa douche. On va bien rincer pour quand même enlever toute la partie grasse et enlever tous les grains de café. On va se passer un petit coup de savon pour nettoyer tout ça, léger. Et puis, du coup, on va avoir le gommage qui va avoir permis d'adoucir la peau et d'enlever toutes les petites particules et les peaux mortes que l'on peut avoir sur le corps. Allez, je répète, si à la maison, que ce soit sur le Facebook Live de Val-de-Garenne Agglomération ou sur Microsoft Teams,
pour ceux qui pratiquent les ateliers en direct. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on lève la main, on le met sur le chat ou en commentaire. Et puis voilà, on essaie d'y répondre. Moi, j'ai une première question, c'est est-il nécessaire de masser longtemps ou vraiment on fait ça demi-heure avant la douche, mais du coup, voilà, on prend un petit peu de temps sur le corps basique. Moi, on le fait comme on ferait avec un gommage industriel. Après, c'est vrai que sur les gommages industriels, il y a plein de micro-billes de plastique. Aujourd'hui, il y en a, voilà, ça a été interdit pour la plupart, donc j'avoue que j'en achète pas, donc je ne sais pas par quoi ils ont remplacé le côté abrasif. Mais l'idée, c'est voilà, d'éviter ces micro-billes de plastique et ces produits, ces produits synthétiques que l'on va avoir pour gommer le corps, alors qu'on peut avoir un produit naturel qui aurait, qu'on a majoritairement tous dans nos cuisines pour faire le produit. Pardon. On voit, je vois à la maison que certains, voilà, on fait le gommage, on fait un petit peu la mixture, voilà, super, ouais, ça marche, c'est bien. Maintenant, voilà, il faut après rincer bien la peau et quitte à la savonner en suivant. Après, pour moi, souvent on dit la démarche zéro déchet, ça prend du temps, mais ça a pris quelques secondes de mélanger les 2 cuillères, de touiller et de se l'appliquer sur la peau au moment où on prend la douche. Voilà, ça prend pas plus de temps. Ça prend en tout cas pas plus de temps que d'aller l'acheter au supermarché. De faire la queue, exactement. Donc du coup, c'est vrai. Et puis encore une fois, hein, on a utilisé du café qui était devenu déchet puisque on avait bu le café et qu'il était donc infusé. Et au lieu de l'avoir à le traiter derrière, que ce soit en effet sur des choses qui sont un peu plus vertueuses comme le compostage ou les plantations ou dans les plantations, ben voilà, une troisième astuce, c'est je l'utilise en gommage. On réutilise encore une fois un pot en verre, voilà, donc on évite aussi tout le contenant qui est souvent en plastique, hein, très très souvent en plastique dans le commerce. Donc on utilise tout ça. C'est vraiment une première action et une première alternative au niveau d'un cosmétique qui est fait maison, naturel, rapide, efficace. Pareil, moi je reviens dessus parce que c'est vrai qu'on le conserve dans un pot fermé hermétiquement. Moi je préfère en conserver de petites quantités et le refaire sécher régulièrement pour pas qu'il moisisse. Vraiment, j'insiste parce qu'il suffit que l'environnement soit un peu humide. On va l'utiliser dans la salle de bain, on va refermer le bocal, il y a de l'humidité qui va pouvoir être rentrée à l'intérieur. Et du coup, ça peut vraiment très vite moisir, donc vaut mieux en conserver de petites quantités et le faire sécher régulièrement. Souvent, hein, quand on voit le café qui moisit, il y a vraiment une genre de petite pellicule blanche, un genre de champignon, hein, c'est pas un genre, c'était un champignon qui se développe sur ça. Donc voilà, ça c'est le premier signe de la moisissure du café. Il me semble que nous avons soit des réactions, soit des questions sur les réseaux. Donc Céline, à toi, on t'écoute. Alors plutôt une réaction de Sarah qui voulait partager que pour elle le marc de café est très abrasif pour le visage, donc elle utilise plutôt de la poudre de noyau d'abricot. Voilà, donc elle partage sa petite astuce. Alors, quand on frotte, il faut en effet frotter, surtout sur le visage, frotter délicatement et pas de façon excessive parce que ça reste un abrasif et du coup, il faut le faire délicatement, surtout sur les parties où on va avoir des fragilités à l'intérieur des bras, sur le visage, le cou, la poitrine. Mais on va remercier Sarah quand même de son commentaire parce que en effet, ça nous fait dire que le marc de café est une solution zéro déchet, mais bien sûr d'autres, hein, l'abricot ou j'avoue que je m'y connais pas extrêmement en exfoliant, mais voilà, d'autres astuces zéro déchet sont aussi à utiliser. Donc la réaction serait plutôt de dire je fais aussi avec ce que j'ai. Et j'ai du café, j'utilise le café en marc de café. Et en gommage, pardon, et puis voilà, je vais chercher un petit peu le reste en fonction de ce que je peux avoir aussi sous la main. C'est ça aussi la démarche zéro déchet, c'est de faire avec ce que mon environnement me propose. Rien ne sert d'aller acheter exprès pour être dans une démarche zéro déchet, ça serait contre-productif. Je sais que certains le font avec du bicarbonate sur le cuir chevelu pour gommer. Mais pareil, faut y aller en douceur. Moi, j'ai pas testé, donc je témoignerai pas. Mais en fonction de ce qu'on utilise, de toute façon, il faut y aller en douceur. Ça reste des abrasifs. Donc voilà pour la première alternative zéro déchet. Et si on passait à une autre? Allez, on fait un dentifrice. Allez, un dentifrice. Ah, là, je suis sûr que ça peut intéresser beaucoup de monde.
c'est pas des ateliers que l'on voit très souvent, hein, et on est tous voilà, à hésiter un petit peu sur le dentifrice. Donc, voyons un petit peu comment on peut le faire en alternative zéro déchet. Alors, sur le dentifrice, il y a plein de recettes différentes. Pareil, moi je pense qu'il faut la choisir en accord avec son dentiste aussi, hein, en fonction de sa dentition. Toujours, il faut tenir compte qu'on est des individus tous différents et qu'il va falloir tenir compte de ça. On peut utiliser uniquement de l'huile de coco, par exemple. Sauf que l'huile de coco, elle arrive de loin et donc pour moi, l'idée c'est de l'utiliser avec parcimonie. On peut utiliser du savon de Marseille, tout simple. Sauf que là, il faut pouvoir passer outre le goût que peut avoir le savon de Marseille, mais ça marche et ça nettoie les dents. On peut utiliser des recettes avec du bicarbonate. On peut utiliser, il y a des argiles, il y a plein de recettes avec du charbon noir. Tout dépend aussi de ce qu'on va vouloir comme efficacité. Donc là encore, à chaque fois, c'est tester les recettes, trouver celle qui va bien pour vous. Et du coup, comme l'idée c'est de tester les recettes, ne faites pas des gros volumes. Faites-en des petits volumes. Donc là, aujourd'hui, je vous propose des petits volumes pour que vous puissiez les utiliser et les tester chez vous. Si ça vous convient, vous pouvez en faire une plus grosse quantité. Mais l'idée, c'est pareil, d'économiser et de ne pas gâcher. Donc, vaut mieux tester sur des petits volumes. Et après, on voit ce qui fonctionne. Il y a des choses qui vont fonctionner pour vous, qui ne conviendront pas à votre conjoint ou à vos enfants. Donc, il faut trouver aussi à chaque fois qui va bien aller à tout le monde pour ne pas avoir 10 recettes de dentifrice différentes à préparer. Voilà quelques messages qui sont intéressants et à retenir parce que quand on se lance dans la démarche zéro déchet, c'est vrai qu'on a tendance à dire « Oh, cette recette, elle ne marche pas, je ne suis pas d'accord. » On en trouve partout des recettes et des commentaires qui vont avec. Et là, le message de Stéphanie, c'est vraiment chacun d'entre nous, nous sommes différents. Donc, chaque recette que l'on utilise pourrait être différente puisqu'elle doit être le plus possible adaptée à notre corps, à notre besoin. Donc, en effet, c'est une démarche de zéro déchet, pas à pas. Et je vais essayer d'abord une petite proportion et puis ensuite, hop, j'adapterai et je ferai en fonction un plus gros volume ou quoi que ce soit. Donc, en effet, voilà, on avance pas à pas, on adapte la recette. C'est pas parce qu'on va trouver 40 recettes sur les réseaux différentes que c'est signe d'arnaque ou de quoi que ce soit. C'est qu'il y a 40 recettes qui peuvent être vraiment efficaces, mais pour 40 personnes différentes. Voilà, donc le petit message. Alors maintenant, dans la pratique. Dans la pratique, là, je vous propose un dentifrice à base d'argile, de bicarbonate et un tout petit peu d'huile essentielle. Donc, pour ceux qui s'étaient inscrits sur les ateliers, vous aviez reçu la liste des ingrédients et ustensiles. Sur le Facebook Live, c'est pareil. Il y avait les listes sur le site de Val-de-Garonne Agglomération. Est-ce que tout le monde est prêt à la maison et est-ce que on peut se lancer dans la réalisation? Allez, on lève le pouce, toujours pareil, si c'est OK. Parfait. Bon, Stéphanie, tout le monde est prêt. Bon. À l'attaque. Alors, du coup, sur l'argile blanche, on peut utiliser de l'argile blanche ou de l'argile verte. On va mettre... là, on va mettre 2 cuillères et demie d'argile. On va s'arrêter, s'il vous plaît, juste sur la taille de la cuillère pour que Jérôme puisse montrer un petit peu. Cuillère à soupe. Hein. Voilà, cuillère à soupe. Cuillère à soupe. Moi, je l'ai fait assez rase. Je pourrais faire ça. C'est juste, voilà. Voilà. D'accord, on est d'accord. C'est pas des cuillères débordantes. Hein, c'est vraiment des cuillères, on va dire normales, rases. 2 cuillères et demie. Donc, voilà. Parfait, merci. 2 cuillères et demie d'argile blanche et on va mettre, alors là normalement c'est une demi-cuillère à café de bicarbonate. Ou donc une là pointe. c'est l'abrasif donc du coup ou une pointe voilà de cuillère à soupe. De cuillère à soupe. Oui là c'est vraiment très peu finalement. Et j'ai envie de dire, c'est prêt, presque. Facile donc. Alors là, je suis épaté. Donc on peut l'utiliser en poudre, comme ça. Il suffit de rajouter quelques gouttes d'huile essentielle et on va pouvoir tremper sa brosse à dents directement dans la poudre. Après, si on n'est pas fan de la poudre et qu'on cherche à retrouver la texture
la texture du dentifrice classique. On va rajouter un peu d'eau. Alors là, la quantité, on en met et puis on fait absorber, on touille. Et puis s'il n'y en a pas assez, on va en rajouter. Oui, là, le conseil, voilà, c'est d'avancer vraiment goutte à goutte, et jusqu'à obtenir la consistance souhaitée, en fait. Hein. Voilà, donc là, c'est pas assez. Céline, une question déjà ou... Oui, une question sur le temps de conservation. C'est plusieurs semaines pour le dentifrice. Et est-ce que pareil, moi, j'en fais jamais trop. Je préfère le faire régulièrement que d'en avoir trop. Mais, je sais pas, j'en fais tous les 1 mois et demi. J'en ai mis trop. Est-ce qu'on doit le conserver au frigo? Est-ce qu'on peut le conserver dans notre salle de bain? Je le conserve dans la salle de bain. Bah, si je dois aller dans la cuisine à chaque fois que je veux me brosser les dents. C'est vrai. C'est vrai que c'est... Voilà, sauf si la cuisine est très très proche de la salle de bain, mais c'est pas pratique quand même. C'est pas pratique. Le stockage normal. Alors là, du coup, c'est bien parce que ça montre si jamais vous le faites en même temps et que vous avez mis un chouille d'eau de trop. Donc là, il serait trop humide, là, c'est ça? Là, il est un peu trop liquide. Donc là, justement, alors la petite astuce, c'est de remettre un peu d'argile. Un petit peu d'argile, d'accord. Donc là, je fais quand même bien touiller parce qu'il y a encore de... Je mixe jusqu'à ce que vraiment l'argile soit... et bien, qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et bien absorber toute l'eau. Vous disiez, Stéphanie, de rajouter des huiles essentielles. Est-ce qu'il y en a qui sont plus conseillées que d'autres? Alors, dans le dentifrice, on privilégie la menthe, mais parce qu'on a l'habitude aussi d'avoir nos dentifrices à la menthe. Et donc, du coup, on va rajouter la menthe pour la laine fraîche. On peut aussi rajouter du citron pour, du coup, certaines propriétés antibactériennes. Donc là, il est un peu trop... Voilà, un peu trop... Mince. Il est pas en face. Il va venir. Il est un peu trop liquide, donc voilà, on peut rajouter un petit peu de... Mais le temps que vous rajoutiez justement un petit peu d'argile, et si on allait un petit peu dans les maisons, voir un petit peu ce que vous êtes en train de faire, allez-y, n'hésitez pas, montrez-nous les pots que vous êtes en train de réaliser. Ouais, super. Donc Claire et Soso, génial. Voilà, on y va chez Sarah, super. Ouais, avec les doigts, on a mélangé un petit peu. C'est bien, il faut mélanger. On évite les grumeaux. Donc ça, c'est très bien. En effet, il y a Ségolène, on voit la réalisation. Fatima, on le fait en direct, on le fera après. Allez, on écoute, on le fera après. C'est aussi bien. Vous avez une question, Fatima? Donc allez-y, relancez le micro et puis on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, si on peut remplacer les huiles essentielles par exemple, faire bouillir la menthe dans l'eau et après rajouter à l'ensemble au lieu de rajouter que de l'eau. Alors, moi, j'y ai pensé. Je suis en test chez moi. je poursuis des expérimentations et mes recherches. Moi, j'ai broyé de la menthe. J'ai fait de la poudre et du coup, je suis en test. Mais je vous ferai un retour pour voir. Après, je ne sais pas si le parfum sera suffisant ou s'il ne va pas disparaître trop vite. C'est vrai que quand on rajoute l'huile essentielle, le parfum de l'huile essentielle et aussi la fraîcheur dans la bouche, elle persiste vraiment sur la durée. Et du coup, avec la menthe fraîche, je ne sais pas. Moi, je fais un test là en ce moment avec de la menthe marocaine parce qu'on a vraiment ce goût fraîcheur avec la menthe marocaine. Donc, je vous fais un retour très vite. D'accord. Et parce que pendant les ateliers précédents, on a entendu que les huiles essentielles elles font une grande quantité de plantes, c'est des conseillers écolos. Alors, c'est la seule recette. C'est la seule recette cosmétique où je mets de l'huile essentielle. Mais vous avez raison, Fatima. Voilà. En effet, on a vu un petit peu avec Aurélie, il me semble, jeudi soir, voilà. Utiliser les huiles essentielles vraiment quand c'est nécessaire et avec parcimonie. Avec parcimonie. Toujours en se renseignant sur les huiles en fonction de leur intérêt, etc. Donc, très bonne réaction. On voit que vous avez été très attentive sur les ateliers précédents. C'est bien et merci encore. Merci. Pareil, moi souvent sur les recettes, sur ce type de recettes, je vois 20 gouttes d'huile essentielle. Honnêtement, moi j'en mets 2-3 et je trouve que c'est largement suffisant. Donc on en met un petit peu.
on goûte, on voit si c'est trop fort ou pas. Et s'il faut, on en rajoute un peu, mais vaut mieux y aller tout doux que d'en mettre de trop grosses quantités, parce que ça va être aussi en fonction de la quantité qu'on aura préparée. Et oui, il faut adapter en effet. Il faut adapter. Et puis des utilisateurs, voilà, si vos enfants en utilisent aussi, il faut limiter quand même les huiles essentielles pour les enfants de moins de 6-7 ans. Donc on fait attention à l'huile qu'on utilise et à la quantité qu'on va mettre. Et voilà, moi je suis aussi d'accord avec Aurélie, pour moi les huiles essentielles, c'est vraiment que pour se soigner. Et donc là, il va y avoir des propriétés qui vont permettre aussi de limiter les bactéries et tout ça dans la bouche. Mais après, j'en mets pas dans le reste, j'en mets pas dans mes produits d'entretien. Je limite vraiment la quantité d'huile essentielle. Et pour tous ceux qui hésitent, hein, encore une fois, ça n'a un intérêt que sur la fraîcheur. Hein, donc, et en effet, ouais, sur l'effet antibactérie ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas une nécessité absolue. Donc, si vous souhaitez utiliser votre dentifrice en l'état, vous pouvez sans huile essentielle. Je pense qu'au début... Céline, pardon, a une question? Non, Stéphanie, juste un petit rappel sur donc la recette, les quantités s'il vous plaît et les huiles essentielles que vous avez conseillées. Donc, alors, voilà. j'ai mis 2 cuillères et demie là pour cette préparation pour faire un test. Mais si vous voulez, pour que ça soit plus simple, c'est 5 cuillères à soupe d'argile et 1 cuillère à café de bicarbonate. Donc 5 cuillères à soupe d'argile et 1 cuillère à café de bicarbonate et 2-3 gouttes d'huile essentielle. Voilà. Et après, on rajoute de l'eau si on veut un dentifrice pâte et non pas un dentifrice poudre. Et là, donc pour aujourd'hui, elle a divisé par 2. Hein, donc c'est pour ça qu'on a mis 2,5 d'argile et vraiment une demi-cuillère à café. Donc vraiment la pointe de la cuillère à soupe de bicarbonate. Hein. Donc on peut réduire les quantités, ce qui nous permet encore une fois d'essayer ce dentifrice. S'il nous convient, on sait que la prochaine fois, on pourra en faire un petit peu plus. Mais attention, la conservation, c'est 2 mois. Oui, c'est ça, c'est à la louche. Ouais, mais voilà. de toute façon, vous aurez fini votre dentifrice. Voilà, il ne sert à rien d'en faire en trop grande quantité une première fois. Ça vous prend moins de temps que de faire une recette de gâteau. Donc voilà, c'est... Tout à fait. Céline? Oui, Stéphanie, juste un petit rappel. Donc, vous avez conseillé l'huile essentielle sur la menthe, mais également... Menthe et citron. Menthe et citron, très bien. Et une petite question de Cathy qui souhaite savoir s'il est possible de se rincer la bouche avec une infusion de menthe. On peut. C'est tout à fait possible. Là, j'ai envie de rebondir un petit peu sur ce que Aurélie, donc notre partenaire Au Jardin des Camilles, nous disait. C'est que si on est capable de le manger, hein, c'est qu'on est capable de l'utiliser en produit. Donc, se rincer la bouche avec une eau infusée, il n'y a aucune problématique. Bien au contraire. Donc, allons-y. On a vu donc le dentifrice. On a vu le dentifrice. Le stockage, produit, un pot, toujours pareil, un pot en verre. Hein, donc, pas de transfert de matière. Et puis, on le ferme de façon hermétique. Je rappelle, on peut le garder dans la salle de bain, à température ambiante. On le ferme de façon hermétique et on l'étiquette. Et on l'étiquette surtout, exactement. Ça, on n'oublie pas. En effet, faire ses produits soi-même mérite quand même que l'on prenne ce temps et cette précaution de bien étiqueter. Marquer à la rigueur la date aussi de fabrication. C'est aussi le pense-bête. Donc, on sait quand est-ce qu'on l'a fait. Et puis, on regarde un petit peu le produit et son évolution au fil des temps. Et voilà. Là, la date, ça vous permet aussi de voir en combien de temps vous l'avez utilisé et de faire des proportions plus grandes. Si vous avez, si vous avez tout consommé en 3 semaines, vous pouvez faire des quantités plus grandes pour tenir un mois et demi. Donc, deuxième alternative, zéro déchet, faire son dentifrice maison. Ça nous évitera ces quantités énormes de tubes de dentifrice que l'on peut avoir dans les foyers. Alors, surtout quand il y a des enfants où les goûts sont différents, les couleurs sont différentes, etc. Donc, chacun y va un petit peu de son tube. Voilà, mais c'est quelque chose que l'on utilise, que l'on jette rapidement et facilement. Donc, du coup, voilà, on fait maison, on évite tous ces emballages-là. Allez, ici, on enchaînait du coup avec une troisième astuce zéro déchet. Et donc là, ça serait la réalisation de quoi alors? On va faire le déodorant. Super, un déodorant. Donc, on va repartir avec le bicarbonate. On va repartir Le bicarbonate, pardon Stéphanie, je vous coupe. Est-ce qu'on prend du bicarbonate alimentaire? Moi, je prends du bicarbonate alimentaire. Donc, pareil, je rebondis sur l'atelier de mercredi. Il y a le technique et l'alimentaire. Moi, je n'achète pas 2 produits. En plus, le technique, pour la cosmétique, ça ne va pas marcher. Donc, je n'achète que de l'alimentaire et je m'en sers dans la cuisine, dans les produits ménagers et dans la cosmétique.
Ben voilà, donc petit conseil en plus, voilà, on achète le bicarbonate alimentaire, il sert à tout, c'est parfait. L'intérêt du bicarbonate alimentaire est souvent plus fin que le bicarbonate technique, donc celui qui serait utilisé pour les produits d'entretien normalement. Hein. Donc bicarbonate alimentaire. Bicarbonate alimentaire, fécule de maïs, maïzena ou autre, et l'huile de coco qu'on a mis. Et l'huile de coco qu'on récupère sur notre... Ah oui, elle est chaude. Le radiateur... Ah, mais du coup, le radiateur chauffe. Chauffe pas mal. Chauffe pas mal. Du coup, on va avoir une huile de coco qui est liquide. Très, très liquide. Du coup... C'est ce que donc là, justement, alors Stéphanie rigole parce que quand on a échangé vite fait tout à l'heure sur la recette, elle me disait qu'elle préférait presque avoir du beurre pommade. Vous voyez, et pas quelque chose de très très liquide et de trop liquide. Bon, mais là, pour le coup, il va falloir qu'elle fasse avec une huile de coco vraiment liquide. Bah, du coup, en plus, avec la coco suffisamment molle, ça permet de faire tous les dosages à la cuillère, voilà, sans forcément prendre une balance. Alors que là, du coup, on va rajouter la balance pour peser nos ingrédients. Donc Bon, mais c'est bien pour eux, c'est bien pour vous qui êtes à la maison, hein, vous allez voir. Voilà, mais ça montre aussi. On s'adapte. Voilà, mais ça montre, c'est très bien parce que du coup, ça montre aussi que si on s'est raté, on peut quand même rattraper le coup. Ça fonctionne quand même. Dans les ingrédients, bicarbonate, fécule de maïs ou maïzena et huile de coco. Voilà, une petite balance, une cuillère à soupe et un petit récipient en verre de façon à pouvoir préparer son produit. Est-ce qu'à la maison, on est prêt? Oui, est-ce qu'on a tous les ustensiles? On est prêt à suivre la recette? Super, que des pouces levés, c'est parfait. Et bien alors on continue si tout le monde est prêt. Alors, du coup, je vais mettre mon petit pot et je vais faire ma tare. Alors, quand on compte en cuillères, on est sur une cuillère à soupe de bicarbonate rase. Donc cuillère rase, c'est un petit peu comme tout à l'heure, hein, voilà, ça ne déborde pas, c'est une cuillère normale, remplie normalement. Et normalement, je suis... Voilà. Normalement, on est à peu près à 10-15 grammes. 10-15 grammes de bicarbonate. Si on veut compter en grammes. C'est pas mal. Pour ceux qui veulent marquer les recettes, c'est soit une cuillère à soupe rase, soit entre 10 et 15 grammes de bicarbonate. Après, je vais être sur une cuillère normale, pas forcément rase. Voilà, pas forcément rase, mais là, on est sur la fécule de maïs. Ça met à peu près 7 grammes. Ouais. Elle vient de rajouter environ 7 grammes là, de fécule. Donc on a un peu plus. On est normalement à une dizaine de grammes. Suivant, voilà. Après, honnêtement, ça ne joue pas si on a mis un peu plus ou un peu moins. L'idée, c'est vaut mieux mettre plus de fécule que de bicarbonate parce que le bicarbonate, il va être abrasif. Et du coup, si on a mis trop de bicarbonate, on risque d'avoir quand même... des irritations au moment où on le passe. La fécule est plus légère que le bicarbonate, donc c'est pour ça qu'on a moins en quantité, mais en volume, on en a plus. Voilà. Très bien, donc je rappelle, entre 12 et 15 grammes de bicarbonate. Entre 12 et 15 grammes et à peu près 10 grammes de fécule de maïs. Maïzena. Et ensuite, on va avoir 20 grammes d'huile de coco. Donc, quand on est sur une huile de coco qui ne s'est pas totalement liquéfiée, c'est une énorme cuillère bombée d'huile de coco. D'accord, donc si en effet on obtient la texture plus beurre pommade, beurre mou un petit peu, hein, voilà, c'est une grosse cuillère à soupe. Et sinon, voilà, quand il est liquide, on est obligé d'avoir la balance et de tarer un petit peu et pour obtenir les 20 grammes environ. J'en fous partout. Céline, une réaction ou une question? Oui, une question. Est-il possible de remplacer l'huile de coco par une autre huile qui aurait des propriétés identiques pour le déodorant? Alors, l'huile de coco, son avantage majeur par rapport à cette recette, c'est que ça va figer. Et du coup, ça va vraiment faire une crème. Alors que si je mets une huile classique, ça va moins figer et du coup, ça aura moins cette texture crème. Et donc, du coup, ça sera plus régulièrement... liquide, mais après, pareil, en fait, c'est possible aussi de faire le test.
Moi, c'est comme l'huile essentielle. Pour moi, l'huile de coco, il faut l'utiliser avec parcimonie parce qu'on n'en produit pas encore en France. Ça viendra avec le réchauffement climatique, mais pour l'instant, on n'en fait pas en France et du coup, on l'utilise vraiment avec parcimonie. Donc moi, je ne l'utilise que dans vraiment quelques recettes cosmétiques et en soins pour les cheveux de ma fille. Donc là, vous voyez, si on utilise une huile qui ne fiche pas. Voilà, on va le poser sur la table. Voilà, Jérôme, voilà, du coup, vous voyez, elle est vraiment trop liquide. Donc ça veut dire que si on utilise une huile classique, on en met moins en quantité parce que du coup, là, on a un liquide. Sauf que là, si on la met au frais pendant quelques heures, elle va refiger et on va vraiment avoir une texture onctueuse de crème. Et du coup, on va la prendre avec le bâtonnet et puis on va se l'appliquer sous les aisselles et ça va avoir l'action du déodorant. Alors, ce n'est pas un antitranspirant, c'est un déodorant, donc ça va empêcher ça va pas empêcher de suer, mais ça va bloquer les odeurs. Voilà, donc ça c'est bon à savoir en effet, hein, c'est pas un antitranspirant. On trouve beaucoup dans le commerce aujourd'hui d'antitranspirants, mais voilà, c'est pas du tout ce que l'on vise là. On vise juste à absorber les odeurs et ne pas avoir le côté gênant un petit peu de la transpiration. Ouais. Donc, si je reviens sur les huiles, l'idéal c'est vraiment l'huile de coco, même si Stéphanie l'a bien dit, on doit l'utiliser quand même avec parcimonie parce qu'on lui fait traverser la planète pour qu'elle arrive jusqu'à nous. Donc soyons raisonnables un petit peu là-dessus. Mais c'est l'huile qui est idéale dans sa texture, puisqu'elle va se regélifier, resolidifier. Voilà, donc ce qui nous donnera une texture du déodorant plus facile à l'utilisation et plus agréable. Voilà. Après, sur l'huile de coco, on va choisir de l'huile vierge, première pression à froid, et on privilégie du coup aussi les réseaux éthiques où on n'a pas de forêt complètement, où il n'y a pas de déforestation. Il y a des filières qui utilisent des singes pour ramasser les noix de coco qui sont enchaînées toute la journée. Donc voilà, on essaye aussi d'aller sur de l'éthique, du bio, parce qu'on va se le mettre sur le corps et on utilise avec parcimonie pour ne pas se retrouver avec les mêmes effets qu'on a sur l'huile de palme. Avec trop de monde qui consomme de la coco en huile ou en eau de coco et donc avoir des désastres écologiques derrière. Ce qui veut dire qu'on peut encore plus réfléchir à notre impact en fonction de ce que l'on consomme. On a un réel impact en effet sur le monde animal ou sur le monde végétal. Et donc voilà, si on veut aller jusqu'au bout de la démarche, réfléchissons, renseignons-nous un petit peu. Soyons vigilants, encore une fois, même s'il n'est pas toujours évident de trouver les références idéales. Donc voilà, essayons au moins de le faire en toute conscience et de choisir le meilleur des produits qui nous est proposé. C'est tout, oui. Céline, on continue ? Oui, Stéphanie, une question sur la conservation. Faut-il le conserver au frigo ? Non. Alors, l'été, quand il fait très chaud, ça va vraiment ramollir beaucoup plus. Mais ça reste quand même utilisable. Il faut juste le savoir et si on le transporte, éviter de lui mettre la tête à l'envers si le flacon n'est pas suffisamment hermétique. L'hiver, il va être un peu plus solide suivant la température dans la salle de bain, mais ce n'est pas nécessaire. À partir du moment où on ne conserve pas l'huile de coco, ni le bicarbonate, ni la fécule dans son frigo, il n'y a pas de raison de l'utiliser non plus. Souvent, si on parle en seuil de température, c'est au-delà de 24-25 degrés. Voilà, l'huile de coco se liquéfie. Mais jusqu'à 24-25 degrés, elle reste tout à fait, encore une fois, cet aspect beurre-pommade un petit peu là, un petit peu ramolli. Donc, c'est tout à fait conservable, encore une fois, dans la salle de bain. Moi, l'été, elle n'a jamais même l'été, quand il fait très chaud, elle n'a jamais cette texture liquide qu'elle a là. Donc, c'est vraiment parce qu'on est parti sur une base... Mais avec le réchauffement climatique, on pourrait être amené à avoir des salles de bain à 40 degrés. La solution, c'est qu'on peut aussi avoir une recharge déo bille et faire un déo qui sera plus liquide et utiliser une recharge déo bille. Et du coup, il suffit de re-remplir son flacon et de le passer avec la bille.
si on a voilà, des choses qui sont beaucoup plus liquides. Donc petite astuce à la rigueur, voilà, si vous utilisez actuellement un déo bille, gardez-le, on le rince bien, on le lave bien, on l'ébouillante s'il faut, et puis voilà, on peut réutiliser, encore une fois, réutilisation, clac, une action zéro déchet, voilà. On réutilise l'emballage. Et du coup, on cherche plutôt des recettes de déodorants qui seront plus liquides. Alors je sais qu'on peut en fabriquer avec des eaux florales. Voilà, il y a plein en gros, de toute façon, il y a des recettes, il y a tout plein de recettes. Il faut juste les tester, faire attention aux recettes qui sont proposées, toujours aller sur des recettes simples où on n'a pas besoin d'acheter 15 produits pour en fabriquer un, parce que pour le coup, je ne vois pas trop l'utilité d'aller acheter 15 contenants pour éviter un contenant. Et on fait aussi attention voilà, à la provenance des produits, est-ce que c'est local ou pas, et on essaye de limiter au maximum ceux qui ne le sont pas. Pour l'utilisation, c'est soit voilà, avec le petit bâtonnet, soit avec les doigts même ou on peut l'attraper avec les doigts. Alors c'est vrai que moi je mets un petit bâtonnet, ça m'évite de racler avec les ongles et puis d'en avoir partout après. Donc c'est pareil, hein, c'est de la récup, c'est un petit bâtonnet de glace. Donc je les garde, je m'en sers pour plein de choses, mes petits bâtonnets de glace. Du coup je le coupe en deux pour qu'il soit bien, il rentre dans mes flacons. Et du coup ça me sert de petite pelle et de contrôler la quantité que je mets sur la pelle. Céline, une autre question ou réaction? Une interrogation, l'utilisation par les enfants. À partir de quel âge le déodorant? Là, j'ai pas de réponse, mais je dirais que on fait attention en fonction de la quantité de bicarbonate qu'on va avoir mise. Du coup, j'aurais tendance à dire on limite la quantité de bicarbonate. L'huile de coco ne fera pas de mal. Il y a des personnes qui n'utilisent que le bicarbonate, qui, après la douche, mettent le bicarbonate directement sous les aisselles. Mais ça peut causer des irritations à long terme. Ça dépend de la nature de peau. Donc, il faut faire vraiment attention à la quantité de bicarbonate. Pareil, vous avez vu, je n'ai pas rajouté d'huile essentielle. Il y a des personnes qui rajoutent des huiles essentielles de conservation ou des huiles essentielles qui vont avoir une action contre la transpiration. Moi, j'en mets pas. Aujourd'hui, je n'en éprouve pas le besoin parce que je trouve qu'il fonctionne très très bien. Alors après, pareil, mon corps a mis un petit peu de temps à s'habituer. Donc au début, j'ai cru qu'il ne fonctionnait pas et puis finalement, mon corps s'est habitué parce qu'il faut se débarrasser aussi de l'habitude des déodorants du commerce. Donc il ne faut pas hésiter à persévérer. Ensuite, je constate qu'en fonction de mon cycle hormonal, il ne va pas avoir non plus la même action. Donc il y a des périodes du cycle où il sera moins efficace. Donc je serais tentée de dire à ce moment-là, je pourrais rajouter une petite huile essentielle parce qu'à ce moment-là, il est moins efficace. Mais le reste du temps, du coup, ça suffit sans huiles essentielles. Et j'ai presque envie de dire que maintenant, ça fait presque 8 ans que je l'utilise. Et il y a des jours où je me rends compte que j'en ai même plus besoin parce que du coup, alors, la transpiration, elle est aussi due à ce qu'on ingère, à tout plein de choses. Donc finalement, j'ai l'impression que mon corps, il évacue moins de toxines et que du coup, je transpire moins et ma transpiration est moins odorante qu'elle pouvait l'être autrefois. Donc j'ai vraiment un pic en fonction du cycle hormonal, ça c'est sûr. Et le reste du temps, je pourrais maintenant presque me passer de mon déodorant. Donc voilà, les huiles essentielles, encore une fois, ce n'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire en soi, mais voilà, ça peut être un plus. Là-dessus, chacun voit un petit peu l'utilisation qu'il va en faire. Le petit conseil, c'est on se renseigne encore une fois bien sur ce sur quoi on utilise. Et puis, n'hésitez pas à en parler avec votre pharmacien ou quoi que ce soit. Voilà, mais bon, c'est pas une obligation. On arrive presque au bout de l'heure. Donc, est-ce qu'à la maison, les déodorants sont prêts? Allez, montrez-nous un petit peu les flacons. Ouais, Fatima, super. Hop, Claire et Soso, Isabelle, Sarah, c'est génial. Coup, voilà. Que dans des pots en verre, donc bravo là-dessus. Ça, c'est bien. C'est impeccable. On ferme bien ça de façon hermétique. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à essayer. N'hésitez pas après à nous faire un retour aussi à Val-de-Garonne Agglomération hein, sur des commentaires ou quoi que ce soit. C'est toujours intéressant. Et puis voilà. Juste une dernière question qui me vient sur la quantité. On utilise vraiment comme on utiliserait un déodorant du commerce. Pas besoin d'en mettre plus parce que c'est fait maison. Je mets à
peine le bout de la pelle en quantité. Vraiment, c'est très très peu. D'accord, voilà. C'est pas nécessaire. Souvent, on a tendance à se dire, voilà, c'est fait maison, il n'y aura pas les produits industriels, etc. Donc, je dois en mettre plus. Là, encore une fois, on nous dit, non, ça ne sert à rien. Soyons raisonnables dans les quantités. C'est pas parce qu'on en met beaucoup que ça sera plus efficace. Donc, voilà. Non, essayons. Mangez mieux et ça sera d'autant plus efficace. Voilà, ça pourrait être le mot de la fin puisqu'il est midi. Donc, mangeons mieux. Veillons un petit peu à ce que l'on met dans nos assiettes et en effet, les toxines, etc., que notre corps doit évacuer seront peut-être moins odorantes ou quoi que ce soit. On espère donc vous avoir donné 3 astuces très faciles qui peuvent être faites par les enfants. Preuve année, certains sont à l'écran face à nous là et donc c'est très sympa. Donc du coup, 3 astuces qui réduisent vraiment les déchets. Puisqu'encore une fois, on va éviter les emballages, on va éviter l'achat régulier que l'on peut faire dans ces magasins. Et du coup, on réutilise ensuite beaucoup de produits. Donc le seul produit sur lequel on peut aller vraiment avec parcimonie, c'est l'huile de coco, parce qu'en effet, on lui fait traverser la planète pour arriver jusqu'à nous. Et l'huile essentielle. Et l'huile essentielle, voilà, pour ses vertus, mais qui, voilà, pour les femmes enceintes et les enfants, sont vraiment à prendre avec des pincettes. Juste avant, si Jérôme, notre réalisateur, là, peut faire juste un petit point sur ce coin de table-là. Stéphanie était arrivée avec d'autres alternatives au zéro déchet. Là, elle nous en a montré 3 et on va la remercier vraiment pour ça. Mais d'autres alternatives, on a parlé vite fait de la brosse à dents tout à l'heure, la brosse à dents en bambou. Stéphanie, en 2-3 mots, une présentation de... Du coup, le bambou, j'ai envie de dire, c'est presque... voilà, c'est aussi... l'ami sympathique du zéro déchet, mais attention parce que pareil, attention aux filières parce que le bambou aujourd'hui, les filières sont pas toujours éthiques, donc on fait aussi attention. Là, on est sur des plastiques, là on est sur un plastique recyclé et on enlève juste la tête de la brosse à dents. Donc pareil, on évite les kilos. De déchets produits pour fabriquer une pauvre petite brosse à dents, que l'on jetterait entièrement habituellement. Là, c'est un autre modèle qui est pour enfants où on va juste enlever également la tête. Là, c'est ma petite brosse à dents des aventuriers, hein, c'est le bâton de Seawalk. C'est ce qui est utilisé. Alors, suivant les pays, on va utiliser en gros des branches qui ont des fibres à l'intérieur. Donc voilà, c'est pas le même qui est utilisé en Afrique ou en Amérique du Sud, mais en gros, c'est un petit bâton qu'on va mâchouiller à longueur de journée et qui va aussi permettre de nettoyer les dents. Et là, du coup, c'est 100% naturel. Hein. C'est pas, il n'y a pas de transformation. Après, pour éviter le gel douche, on part sur un savon solide. Là, c'est une autre sorte de déodorant. C'est un déodorant qui est solide, qu'on mouille et qu'on passe sous les aisselles. Bien évidemment, on se débarrasse du coton et des lingettes que l'on peut avoir à la maison. On part sur des lingettes textiles que l'on va laver. Là, on est sur un shampoing solide. Donc, le shampoing, c'est un peu comme les dents. Suivant la nature des cheveux, suivant la nature du cuir chevelu, on fait attention parce que là, on a des tensioactifs en forte concentration, donc on peut vite agresser le cuir chevelu. Perso, moi, je préfère espacer mes shampoings et du coup aller vers le no-poo, donc en gros, plus d'utilisation de produits pour se laver les cheveux. Donc en gros, j'alterne un shampoing liquide avec un label et des shampoings secs. Donc juste les shampoings secs, on peut partir sur des argiles, sur du Rasoul ou sur de la maïzena que l'on va saupoudrer sur le cuir chevelu. Du coup, ça va absorber l'excès de sébum, on brosse et du coup, ça permet d'espacer les shampoings. Et ensuite, on peut également faire des masques avec des argiles ou du Rasoul. Donc là, on va, comme on a fait tout à l'heure, hein, on va faire mettre un peu d'eau dans notre poudre d'argile et ensuite on va attendre que ça absorbe et cette pâte on va la poser sur les cheveux et on va frotter et on va se rincer la tête et on va avoir un autre shampoing sans avoir voilà. Et du coup moi j'espace les shampoings liquides que j'achète. Celui-là il est un peu trop agressif pour mon cuir chevelu.
Donc du coup je l'évite, mais j'évite quand même l'utilisation du shampoing liquide emballé en flacon. Et pour vous donner un ordre d'idée, je pense que j'achète une bouteille à une bouteille et demie par an de shampoing. Voilà. Donc on va libérer quand même les gens qui nous ont suivis. Donc merci encore de nous avoir suivis sur la plateforme Teams ou sur le Facebook Live de Val-de-Garonne Agglomération. On aura compris qu'il y a d'autres alternatives aux déchets, les alternatives zéro déchet, qui peuvent être trouvées soit dans des bouquins tels qu'il nous a été montré tout à l'heure, mais aussi sur des sites. Le site des alternatives de Lily. Stéphanie et son équipe et son association font aussi de nombreux événements et de nombreux ateliers un petit peu partout, donc on n'hésite pas. Les autres partenaires qu'on a vus dans la semaine le font de même. Donc voilà, on peut encore se renseigner, on peut encore apprendre pas mal de choses. Juste un petit dernier message. Cet après-midi, nous allons recevoir du coup un partenaire qui va nous apprendre un petit peu à faire un tote bag t-shirt, une éponge tawashi. Et sur le dernier atelier, on sera sur l'art du furoshiki, cet art japonais d'emballer les cadeaux avec du tissu. C'est véritable un art très très sympathique et qui vraiment est efficace dans la réduction des déchets, puisqu'on va éviter toutes ces poches poubelles que l'on va retrouver notamment après les fêtes de Noël, remplies de papier cadeau qui auront servi en tout et pour tout 3 minutes, ouais, le temps que chacun d'entre nous ouvre notre cadeau. Donc si on a été sage. Donc merci encore de nous avoir suivis. On n'hésite pas, on se renseigne, on s'engage sur la démarche. Et puis il n'y a plus qu'à faire. En tout cas, bon test de déo, de dentifrice, de gommage au marc de café. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.